Pour appréhender l'essence de la fête que le monde contemporain connaît sous le nom d'Halloween, il est impératif de remonter à ses origines les plus lointaines, au cœur de la vision du monde des peuples celtes. La célébration ancienne de Samhain n'était pas un simple festival d'automne, mais le point d'orgue d'une cosmologie complexe, d'une conception du temps cyclique et d'une croyance profonde en l'interpénétration des mondes visibles et invisibles. Comprendre Samhain, c'est d'abord comprendre le temps celtique. La conception celtique du temps ne suivait pas une progression linéaire, mais un cycle perpétuel, une roue de l'année, rythmée par les saisons et les travaux agricoles. Cette roue était fondamentalement structurée autour d'une division binaire, une saison sombre et une saison claire. Samhain, dont le nom en gaélique signifie « fin de l'été », marquait le commencement de la saison sombre, une période d'introspection et de dormance. Samhain était l'une des 4 grandes fêtes saisonnières, ou fêtes du feu, qui marquaient les points cardinaux de l'année celtique, avec Imbolc, Beltane et Lunasa. Parmi celles-ci, Samhain et Beltane étaient considérées comme les plus importantes, car elles représentaient les 2 charnières principales de l'année, les portails entre l'obscurité et la lumière. Ce calendrier était intimement lié à la vie agraire et pastorale des communautés. Samhain coïncidait avec la fin des récoltes, le moment où le bétail était ramené des pâturages d'été pour être abrité. C'était également une période de tri, où l'on décidait quels animaux seraient abattus pour constituer les réserves de viande pour l'hiver et lesquels seraient conservés pour la reproduction, assurant ainsi la survie du troupeau jusqu'au printemps. Au-delà de son rôle de marqueur saisonnier, Samhain revêtait une importance capitale. C'était le Nouvel An celtique. La fête ne symbolisait pas seulement la fin d'un cycle, mais aussi et surtout le commencement d'un nouveau. Cette position unique, à la fois fin et début, plaçait Samhain dans un intervalle liminal, une période hors du temps qui n'appartenait ni à l'année qui s'achevait, ni à celle qui commençait. C'est cette nature transitoire qui conférait à la fête sa puissance et son caractère sacré. Le symbolisme de Samhain est donc profondément lié à la mort et à la renaissance. La mort de l'ancienne année, la mort de la végétation, la mort symbolique du soleil dont la lumière décline, tout cela était nécessaire pour permettre la renaissance du printemps et le renouveau du cycle de la vie. La croyance la plus fondamentale et la plus distinctive de Samhain est celle de la porosité des mondes. Durant cette période liminale, le voile séparant le monde des vivants de l'autre monde, appelé le Shi en gaélique, le royaume des dieux, des esprits et des ancêtres, devenait extraordinairement fin, voire perméable. Les textes mythologiques irlandais rapportent que les portes de l'autre monde, souvent situées dans des tumulus ou des collines féeriques, les Shi, s'ouvraient à Samhain, permettant une communication et une circulation exceptionnelles entre les 2 réalités. Cette ouverture avait 2 conséquences majeures. Premièrement, elle permettait aux âmes des défunts de revenir sur Terre. Samhain était avant tout une fête pour les morts, un temps pour honorer la mémoire des ancêtres, les accueillir de nouveau dans leurs anciennes demeures et communier avec eux. Deuxièmement, le passage n'était pas réservé qu'aux esprits des ancêtres. Toutes sortes d'entités surnaturelles, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes, les dieux, les fées, appelés ici en gaélique, et autres esprits de la nature pouvaient également traverser le voile et interagir, pour le meilleur ou pour le pire, avec le monde des mortels. Cette croyance est la source directe de la dimension périlleuse, effrayante et magique de la fête, une période où le temps lui-même semblait suspendu et où le passé, le présent et l'avenir coexistaient simultanément. Samhain est l'incarnation d'un entre-deux cosmique. Il se situe entre l'été et l'hiver, entre la récolte et la pénurie, entre l'ancienne et la nouvelle année, et surtout entre le monde des vivants et celui des morts. C'est dans ces fissures du temps et de l'espace que le surnaturel pouvait se manifester. Face à la puissance et aux dangers de la période liminale de Samhain, les communautés celtes avaient développé un ensemble de pratiques rituelles complexes. Ces rituels n'étaient pas de simples actes de superstition, mais formaient un système cohérent visant à gérer le risque surnaturel. Au cœur des célébrations de Samhain se trouvait le feu. De grands feux de joie étaient allumés sur les collines, visibles de loin, et constituaient le rituel communautaire par excellence. Ces feux remplissaient plusieurs fonctions cruciales. D'abord, une fonction protectrice et conjuratoire. La lumière et la chaleur étaient censées éloigner les mauvais esprits, les fantômes et autres forces obscures qui erraient durant cette nuit. Ensuite, une fonction purificatrice. On faisait passer le bétail entre 2 feux pour le nettoyer des maladies et des influences néfastes avant l'hiver. Les sources médiévales décrivent un rituel hautement structuré, probablement orchestré par les druides. Selon cette tradition, tous les feux des foyers de la communauté devaient être éteints la veille de Samhain. Les druides allumaient alors un nouveau feu sacré central, le plus célèbre étant celui de Tlochta en Irlande, non pas avec une flamme existante, mais par friction, souvent à l'aide d'une roue en bois symbolisant le soleil.
Chaque famille venait ensuite chercher une torche ou une braise de ce feu communautaire pour rallumer le foyer de sa propre maison. Ce geste puissant symbolisait le renouveau, la purification et le lien qui unissait tous les membres de la communauté dont les foyers partageaient désormais une seule et même flamme sacrée. L'hospitalité envers le monde des esprits était un autre pilier des rituels de Samhain. Pour apaiser les âmes des ancêtres qui revenaient visiter leurs anciennes demeures et pour s'assurer leur bénédiction, il était de coutume de leur faire des offrandes. On laissait de la nourriture et des boissons sur le seuil des maisons, sur le rebord des fenêtres ou même en dressant une place supplémentaire à la table du festin. Une bûche était souvent laissée dans la cheminée pour que les esprits des défunts puissent se réchauffer après leur long voyage. Cette tradition a survécu de manière remarquable en Bretagne, où l'on parle de bois d'Ananon, la nourriture des morts, et de Cafananon, la bûche des morts, déposée pour les visiteurs de l'au-delà. La proximité avec l'autre monde faisait également de Samhain la période la plus propice de l'année pour les pratiques divinatoires. Puisque le voile était fin, il était jugé plus facile d'obtenir des réponses du monde des esprits sur l'avenir. Diverses méthodes étaient employées pour prédire les mariages, les naissances et les décès de l'année à venir. Même les jeux de récolte, comme la célèbre pêche aux pommes dans une bassine d'eau, avaient à l'origine une dimension divinatoire. La première personne à réussir à mordre un fruit était censée être la prochaine à se marier. Enfin, Samhain était une fête éminemment sociale. De grands rassemblements et des festins, accompagnés de boissons alcoolisées, pouvaient durer plusieurs jours, remplissant des fonctions politiques et juridiques essentielles avant d'entrer dans la longue et difficile période hivernale. Les deux traditions les plus emblématiques d'Halloween, le port de costumes et les citrouilles sculptées, trouvent leurs racines directes dans les pratiques de Samhain. L'origine du déguisement remonte à la coutume celtique de porter des masques et des costumes rudimentaires, souvent confectionnés à partir de peaux et de têtes d'animaux. Le but principal de ce camouflage a été la protection. En dissimulant leur identité humaine, les gens espéraient passer inaperçus auprès des esprits, fées et autres créatures potentiellement hostiles, et ainsi éviter d'être reconnus et enlevés dans l'autre monde. Une autre interprétation suggère que les porteurs de masques cherchaient à incarner eux-mêmes les esprits, afin de participer au désordre sacré de la nuit et de pouvoir réclamer des offrandes au nom de ces entités. La tradition des jack-o'-lanternes est également d'origine celtique, mais elle n'impliquait pas de citrouilles. À leur place, les peuples d'Irlande et de Grande-Bretagne utilisaient les légumes racines qui étaient abondants après la récolte, principalement de gros navets, mais aussi des pommes de terre ou des betteraves. Ces légumes étaient évidés, on y sculptait des visages grotesques ou effrayants et on y plaçait une braise du feu de joie ou une bougie pour en faire des lanternes. Ces lanternes primitives avaient une double fonction: éclairer le chemin durant la nuit la plus sombre de l'année et surtout effrayer les mauvais esprits. La légende irlandaise de Stingy Jack, condamné à errer sur terre avec pour seule lumière un charbon ardent placé dans un navet creusé, est une explication folklorique plus tardive. L'importance capitale de Samhain dans la vision du monde celtique est confirmée par sa place centrale dans la mythologie irlandaise. Les grands cycles mythologiques ont conservé le souvenir d'événements cosmiques se déroulant précisément à cette date charnière. L'un des épisodes les plus significatifs est la rencontre entre le Dagda, le dieu bon, chef des Tuatha Dé Danann, et la Morrigan, une déesse complexe associée à la guerre, à la mort, à la prophétie, mais aussi à la fertilité et à la souveraineté. Leur rencontre était un rodiveau annuel, un rituel qui se tenait autour de Samhain. Leur union sexuelle, juste avant la bataille décisive contre leurs ennemis, les Fomori, est un acte de magie sacrée qui assure la prospérité de la terre et du bétail pour l'année à venir. La rencontre entre les deux divinités sert de prélude à la bataille de Maï Toura elle-même. Cet affrontement épique qui oppose les Tuatha Dé Danann, représentants de l'ordre, aux Fomori, créatures difformes incarnant les forces brutes et chaotiques de la nature, atteint son paroxysme et se résout le jour de Samhain. Le choix de cette date positionne Samhain comme le moment critique de l'année où l'équilibre cosmique est en jeu. La victoire des Tuatha Dé Danann obtenue à Samhain n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une réaffirmation de l'ordre cosmique qui garantit la survie de la communauté. La Morrigan, fidèle à sa promesse, joue un rôle actif et décisif, semant la panique et la terreur dans les rangs des Fomori. Le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, marqué par la christianisation de l'Europe, a profondément transformé le destin de Samhain. La fête celtique n'a pas été éradiquée, mais plutôt absorbée et réinterprétée. Confrontée à la popularité de Samhain, l'Église chrétienne a privilégié une stratégie de substitution. Au 8e siècle, le pape Grégoire III consacra une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints et fixa sa dédicace au 1er novembre.
Puis, en 835, le pape Grégoire IV ordonna que cette fête de la Toussaint soit célébrée dans toute la chrétienté à cette date, visant explicitement à recouvrir et à supplanter la grande fête païenne. Pour canaliser la tradition de la vénération des morts, l'abbaye de Cluny institua en 998 une journée de prière pour tous les fidèles défunts, fixée au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre. Ce triduum des morts créa une superposition calendaire où les thèmes païens et chrétiens se sont inévitablement entremêlés. La preuve la plus évidente de ce syncrétisme réside dans le nom même d'Halloween. Ce terme est une contraction de l'expression écossaise All Hallows Eve ou All Hallows Even, signifiant la veille de tous les saints. Ainsi, l'ancienne nuit païenne a été linguistiquement et liturgiquement rattachée à la nouvelle fête chrétienne, tout en conservant nombre de ses attributs folkloriques, comme l'essai de la nourriture pour les morts. Alors qu'en Europe continentale les traditions de Samhain s'effaçaient, elles restèrent vivaces en Irlande et en Écosse. L'introduction massive de ces coutumes en Amérique du Nord est directement attribuable à l'immigration irlandaise, catalysée par la grande famine de la pomme de terre de 1845 à 1852. Fuyant la misère, des millions d'Irlandais immigrèrent principalement vers les États-Unis, emportant avec eux leur riche bagage culturel. Dans une Amérique encore en construction, ces traditions trouvèrent un terreau fertile. Les coutumes irlandaises se mêlèrent à celles d'autres immigrants et furent progressivement adoptées par la culture américaine, qui y vit une occasion de fêtes communautaires, de jeux et de défoulements. C'est sur le sol américain que Halloween a subi ses transformations les plus spectaculaires. La première fut celle de la lanterne. En arrivant en Amérique, les immigrants irlandais découvrirent la citrouille, un cucurbitacé natif du continent, plus gros, plus coloré et bien plus facile à creuser et à sculpter que leur navet traditionnel. Ils l'adoptèrent rapidement pour confectionner leur jack-o'-lantern, créant sans le savoir l'un des symboles les plus puissants et universellement reconnaissables d'Halloween. La pratique moderne du porte-à-porte pour réclamer des friandises, connue sous le nom de trick-or-treating, est le résultat d'un amalgame de plusieurs traditions européennes, comme le souling et le guising. Le souling était une coutume médiévale où des pauvres allaient de maison en maison pour offrir des prières pour les âmes des défunts en échange de ce qu'ils appelaient des gâteaux d'âme. Le guising était la version écossaise et irlandaise où des jeunes gens costumés accomplissaient un petit tour pour mériter leur récompense. Le trick, c'est-à-dire la farce, était également une composante ancienne de la fête. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, les farces d'Halloween prirent une telle ampleur qu'elles devinrent un problème de vandalisme. Pour canaliser cette énergie, les communautés commencèrent à promouvoir le trick-or-treating. L'expression « trick-or-treat » devint un ultimatum ludique. « Donnez-nous une friandise, sinon nous vous ferons une farce ». Dans la spiritualité contemporaine, notamment la Wicca et diverses formes de néopaganisme, Samhain a été ravivé et occupe une place de premier plan. Il est considéré comme l'un des 8 sabbats de la roue de l'année, et souvent comme le plus important. Pour de nombreux pratiquants, Samhain marque le nouvel an spirituel, ou nouvel an des sorcières. C'est un moment puissant pour l'introspection, un temps pour faire le bilan de l'année écoulée, honorer les leçons apprises et se délester de ce qui n'est plus utile à travers une mort symbolique. Les rituels modernes s'inspirent directement des anciennes traditions celtiques. L'honneur rendu aux ancêtres est central. On dresse des autels avec leurs photos et on leur fait des offrandes. La Bretagne, en tant que région de forte tradition celtique, a agi comme un conservatoire involontaire des coutumes de Samhain. Il ne s'agit pas d'un renouveau conscient, mais d'une survivance organique. La période de la Toussaint y est traditionnellement appelée Calagoanth, ce qui signifie les calendes de l'hiver. La célébration est centrée sur le Gwell en Anaon, ce qui signifie la fête des âmes. La conception bretonne de l'au-delà, l'Anaon, n'est pas un royaume des morts lointain, mais un monde parallèle qui coexiste avec celui des vivants. Les rituels traditionnels comme l'essai de la nourriture pour les âmes, une pratique appelée bouette en Anaon, ou sculpter des lanternes dans des betteraves, présentent des similitudes frappantes avec les anciennes pratiques de Samhain. Indissociable du folklore breton de la mort se trouve la figure de l'Ankou. Il n'est pas la mort personnifiée, mais son serviteur, son ouvrier, dont le rôle est de collecter les âmes des défunts. Il est le plus souvent décrit comme un squelette drapé dans un linceul, ou parfois comme un vieil homme très grand et émacié. Son attribut principal est une faux, dont le tranchant est monté à l'envers. Contrairement à un faucheur ordinaire qui ramène la lame vers lui, l'Ankou la jette en avant pour trancher les âmes. Il se déplace dans une charrette grinçante, appelée le car en Ankou, dont le bruit sinistre, le vigavag, est un présage de mort imminente pour celui qui l'entend. Une croyance répandue veut que le dernier mort de l'année dans une paroisse devienne l'Ankou de cette paroisse pour l'année suivante, se chargeant de la funeste collecte. Cette figure puissante et redoutée incarne la familiarité des Bretons avec la mort,
une présence constante et inéluctable dans la vie de la communauté. Le voyage de Samhain à travers les millénaires est une illustration saisissante de la résilience et de la capacité d'adaptation des traditions culturelles. Née d'une vision du monde celtique, où les frontières entre les mondes étaient fluides, cette fête de transition a su naviguer à travers les bouleversements historiques, les changements de religion et les migrations transcontinentales pour survivre jusqu'à nos jours. Le Samhain originel était bien plus qu'une simple fête des récoltes. C'était un moment de tension cosmologique, une charnière sacrée où la communauté négociait son passage vers la saison sombre. La confrontation avec le christianisme n'a pas anéanti Samhain, mais l'a contraint à se métamorphoser, absorbé et recouvert par le calendrier liturgique de la Toussaint. Le véritable tournant fut son exportation en Amérique. Déraciné de son contexte, Samhain a été réinventé. Le navet a cédé la place à la citrouille et les rituels complexes ont fusionné pour donner naissance au trick-or-treating. La fête s'est sécularisée, commercialisée, devenant un phénomène de culture populaire mondiale. Pourtant, malgré ces transformations radicales, les thèmes fondamentaux de Samhain continuent de résonner puissamment dans la psyché collective. La mémoire des morts, au cœur de la fête celtique, trouve un écho dans la piété de ceux qui fleurissent les tombes à la Toussaint. La confrontation avec l'obscurité, la peur et la mortalité est rejouée de manière festive par les enfants costumés en monstres. La célébration de la fin d'un cycle et l'espoir d'un renouveau sont toujours au centre des rituels introspectifs des néo-païens actuels. Enfin, des régions comme la Bretagne nous rappellent, à travers leur folklore, la persistance de croyances ancestrales sur la communion entre les vivants et les morts. Samhain n'est donc pas mort, il a simplement changé de visage, prouvant que les questions fondamentales qu'il soulevait, notre rapport au temps qui passe, à nos ancêtres, à l'inconnu et à la mort, sont universelles et impérissables. Il porte simplement de nouveaux masques. Et c'est ainsi que se termine notre voyage aux origines d'Halloween, de la cosmologie des Celtes jusqu'à nos citrouilles modernes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de voir cette fête sous un nouveau jour. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut. Pensez à partager cette vidéo avec vos amis, surtout ceux qui pensent qu'Halloween n'est qu'une fête commerciale américaine. Dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus surpris ou comment vous célébrez cette période de l'année. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines explorations. Sur ce, que vous partiez à la chasse aux bonbons ou que vous preniez un moment pour honorer vos ancêtres, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Halloween ou un joyeux Samhain.